Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts intitulée Résilience. La résilience, c'est le point commun entre l'assurance et l'entrepreneuriat. Et dans cette nouvelle série, j'ai la chance d'échanger avec des fondateurs et des fondatrices, fondateurs et fondatrices des plus belles startups européennes qui utilisent la technologie au service de l'assurance, de la finance et plus largement des risques émergents. Dans cet épisode, je reçois Tanguy Touffu, cofondateur de Descartes Underwriting. Salut Tanguy, merci de m'accorder cette petite interview. Et est-ce que, avant de démarrer, tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas déjà? Bonjour Florian, merci pour l'invitation. Tanguy Touffu, j'ai 45 ans, j'ai travaillé depuis 2004-2005 dans l'assurance, donc j'ai plus de 20 ans derrière moi dans ce secteur. Je suis un des trois cofondateurs de Descartes Underwriting, qui est un acteur de la SurTech sur le segment corporate, notamment pour couvrir les risques émergents, les risques climatiques, risques naturels. J'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie pour conseiller des compagnies d'assurance. Ensuite, j'ai rejoint le groupe AXA et puis j'ai lancé il y a maintenant quelques années, donc depuis 2019, Descartes Underwriting. Hop, et justement, avant de revenir à Descartes Underwriting, est-ce que tu as en tête un événement clé, un moment charnière dans ta carrière passée, justement, qui t'a particulièrement été utile ensuite dans le développement de Descartes Underwriting? Ça peut d'ailleurs être une bonne ou une mauvaise expérience. Alors, je pense que un moment important, ça a été la rencontre de mes cofondateurs. Ça s'est pas fait évidemment au moment où on a lancé Descartes Underwriting, mais c'est important dans sa carrière de rencontrer des gens qu'on trouve exceptionnels et qui, en général, ont une complémentarité avec enfin, les autres fondateurs. Donc j'ai eu la chance de rencontrer à la fois Kevin Dedieu et Sébastien Piguet, et je pense que ça a permis de poser des jalons au fur et à mesure de la création de Descartes. Hop, et justement, si on revient à Descartes, quel a été le point de départ du projet? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans un tel projet et surtout sur cette thématique en particulier et plus largement, tu vois, quelle était l'ambition au départ ou peut-être pour le dire différemment, comment tu voyais la manière d'ajouter de la valeur dans la chaîne de valeur de l'assurance justement? Je pense que quand on lance une entreprise, idéalement, il faut la lancer pour couvrir une thématique qui est fondamentale. Dans le monde de l'assurance, si on regarde les vrais chocs quand on parle de choc, on parle de chocs qui arrivent sur des décennies, hein, pas de chocs qui sont ponctuels, qui arrivent enfin une fois de temps en temps. Là, je parle de tendances de fond. Il n'y a pas beaucoup de grandes tendances, si ce n'est celles liées au changement climatique et ce qu'on appelle les risques émergents, notamment par exemple le cyber. C'est ça qui peut conduire éventuellement à des faillites de grands groupes d'assurance. C'est ça qui peut remettre en question leur raison d'être. Donc on a décidé assez rapidement de se concentrer sur ces grands défis, donc le changement climatique et les risques émergents, puisque c'était ce qu'il y avait de plus ambitieux et ce qui était le plus attendu dans le monde de l'assurance. Mais avec une approche quand même assez particulière, le paramétrique justement. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et tu vois, à quel moment tu t'es dit, justement en lien avec ce que tu dis sur les risques à la fois très importants et puis long terme, à quel moment tu te dis, en fait, le paramétrique, qui est quand même un sujet beaucoup discuté, un petit peu moins impliqué, on va dire, tu vois, est-ce que tu te lèves un matin et tu te dis, ah bah ouais, la réponse, c'est forcément le paramétrique? Alors évidemment, quand on lance une entreprise, il faut pas juste copier ses concurrents, les acteurs existants, il faut avoir quelque chose qui disrupte le marché. J'ai rapidement dans ma carrière cru à la fois à la puissance des données dans le monde de l'assurance et à la puissance des algorithmes pour mieux comprendre justement les conséquences du changement climatique ou par exemple ce qui est en train de se produire avec les risques cyber. Euh, pour nous, le paramétrique, c'était pas du tout une fin, c'était vraiment un moyen. C'était pour nous la façon d'arriver à moderniser l'offre d'assurance, donc réussir à améliorer les coûts, enfin les baisser tout simplement, réussir à payer plus rapidement les sinistres, ce qui paraît quelque chose de simple et d'évident, mais qui est clairement un des écueils sur lequel se fracassent beaucoup d'acteurs traditionnels de l'assurance. C'était aussi un moyen de pouvoir donner de la transparence aussi aux réassureurs porteurs de risques sur
évidemment, quand on devait payer un sinistre ou quand on ne devait pas en payer. Donc ça donnait beaucoup de transparence, ce qui est évidemment un sujet majeur dans le secteur de l'assurance. Donc pour nous, c'était vraiment une logique gagnant-gagnante, à la fois pour les clients, les assurés, mais également pour les gens qui mettent leur capital en face, leur bilan pour pouvoir porter les risques. Et on pensait que c'était une solution qui était vraiment adaptée. Top, hyper clair. Et justement, pendant toutes ces années de développement, qu'est-ce que tu considères comme le moment le plus difficile pour toi, le défi majeur que tu as eu à relever? Et surtout, peut-être, quels ont été les enseignements que tu en as tirés? Comme toujours, quand on crée une entreprise, on a des phases de doute. On l'a créé en 2019. Clairement, c'était une période qui était plutôt propice en termes à la fois de croissance du secteur de l'assurance, notamment dans le segment corporate, donc des grandes entreprises, un marché plutôt haussier, accompagné des financements qui étaient relativement faciles, hein, avec un secteur tech qui était très porteur. Ça s'est évidemment pas passé comme prévu avec l'arrivée de la Covid-19. Et évidemment, on a eu des moments de doute quand les entreprises ont commencé à ne plus répondre au téléphone, à ne plus répondre au courriel. Il y a eu quelques semaines, quelques mois en fait où le monde s'est figé avec deux camps, ceux qui disaient ça va repartir dans un mois, c'est bon, ne vous inquiétez pas, et puis ceux qui voyaient carrément une rupture profonde et une situation de crise qui pourrait durer 10 ans. Donc il y a eu des moments difficiles où on n'a pas connu en fait de crise de ce type-là pour la génération née, j'ai envie de dire après les années 50. Il y a eu en 68-69 une pandémie en France avec environ 30 000 morts recensés, sans doute beaucoup plus non recensés, mais ça a été géré différemment et évidemment c'est pas une crise que j'avais connue. Donc ça a été un moment vraiment complexe, mais qui s'est avéré être une période extrêmement propice, et notamment les petites structures, les acteurs qui sont nouveaux ont évidemment la capacité à mieux on va dire, se présenter dans les moments de croissance forte, mais c'est encore plus le cas dans les moments de crise. C'est-à-dire que les entreprises potentiellement vont s'arrêter de fonctionner, elles vont être beaucoup plus lentes, enfin les grandes entreprises, hein, j'entends, beaucoup plus lentes, euh, beaucoup moins souples. Alors que les petites structures vont pouvoir rapidement essayer de trouver les bonnes nouvelles, le verre à moitié plein, quand les autres se concentreront sur le verre à moitié vide. Donc finalement, c'est une période qui a été plutôt très propice, mais clairement au démarrage, il y a eu un peu d'angoisse, un peu de stress, un peu d'anxiété qui est liée à l'inconnu. Et c'est vrai que c'était l'inconnu. Ouais, effectivement, période compliquée et on le voit aujourd'hui avec le secteur de la tech de manière générale. Et à l'inverse justement de ce moment un peu difficile, surtout au démarrage, quel a été le moment le plus enthousiasmant et pourquoi? Je pense il y a toujours des petits moments de folie avec des bonnes nouvelles qui vont surcompenser les mauvaises. Je pense que dans notre cas, c'est quand on a commencé à comprendre qu'on arrivait à créer un écosystème. C'est-à-dire que dans le monde de l'assurance, souvent on a une vision du secteur comme étant un jeu à somme nulle. D'un côté, des assureurs qui payent des sinistres, de l'autre côté, des assurés qui payent une prime en échange justement d'un paiement de sinistre. Donc un peu une vision où si l'un gagne, l'autre perd et vice-versa. Et je pense on a commencé à sentir qu'on créait en fait un écosystème autour de nous où finalement on avait des courtiers qui étaient très contents de nous apporter du soutien, on avait des porteurs de risque, des grands réassureurs qui étaient contents, et des assureurs qui étaient contents de nous soutenir, et en même temps des clients qui voyaient l'intérêt de solutions tech qui étaient à la fois bénéfiques en termes de coûts, également en termes de proposition de valeur par rapport aux risques qui étaient couverts, et puis donc un paiement de sinistre qui était extrêmement rapide. Donc c'est quand on a compris que cet univers-là commençait doucement à se construire, qu'on s'est dit effectivement qu'on était sur voilà, une tendance de fond qui allait permettre de construire un acteur majeur. Hop, très clair, cette notion d'écosystème dont on parle d'ailleurs souvent, notamment du côté corporate, qui est toujours un petit peu moins vrai dans les faits. Et pour finir, du coup, cet échange, quel serait le
conseils que tu aurais envie de donner aux entrepreneurs et entrepreneuses qui souhaiteraient se lancer aujourd'hui dans la fintech et surtout peut-être dans l'insurtech notamment? Je pense qu'il y a plein de conseils qu'on peut donner. Je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui se concentrent sur un maillon uniquement de la chaîne de valeur, ce qui est évidemment plus facile, mais qui peut conduire à des niveaux d'ambition à long terme moindres. Donc j'ai envie de dire, le premier conseil, c'est ne pas s'auto-limiter. Je pense qu'on peut vraiment bâtir des acteurs qui sont des multinationales, qui sont capables de porter du risque, qui sont capables d'avoir des licences d'assurance, qui sont capables d'opérer, encore une fois, dans un écosystème riche et complexe. Donc ne pas se réduire, s'auto-limiter dans l'ambition, je pense que c'est un premier conseil. Ensuite, c'est évidemment de bien s'entourer. Et bien s'entourer, c'est dans notre univers très complexe, très réglementé, c'est de s'entourer de gens qui connaissent l'industrie. Il faut évidemment un peu de folie quand on lance une entreprise. Il faut réussir à casser certaines règles. En même temps, il y a beaucoup de règles dans l'assurance, donc il faut comprendre le jargon, il faut être guidé. Et donc ceux qui se lancent, s'ils n'ont jamais travaillé dans l'assurance auparavant, il faut au moins trouver des mentors, il faut trouver des collaborateurs, des associés qui, eux, ont beaucoup d'expertise et savent comment ça fonctionne, quels sont les codes qu'on peut casser, quels sont les codes qu'on doit respecter. Je pense que c'est important d'avoir une boussole quand on travaille dans le secteur de l'assurance. Et c'est encore plus vrai, je pense, dans l'assurance des grandes entreprises, l'assurance corporate. Merci pour cet éclairage, merci pour ce conseil et de manière générale, merci encore une fois pour ton temps et tous tes enseignements, Tanguy, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci Florian, à bientôt.